16. 16, c'est le nombre de semaines de repos. Et oui, dont bénéficient chaque année vos enfants, peut-être, en tout cas nos écoliers, nos collégiens et nos lycéens en France. Être en vacances, c'est n'avoir rien à faire et avoir toute la journée pour le faire, juge l'écrivain américain Robert Orben. Quant autre, juge que ce temps libre se laisse croquer aujourd'hui, dévoré même par la tyrannie du divertissement. Alors tout simplement, nous nous posons cette question au milieu des vacances scolaires, aux vacances de Pâques. En tout cas pour les Parisiens qui nous écoutent, y a-t-il trop de vacances scolaires en France, tout simplement? C'est la question que je vous propose de nous poser ensemble ce matin dans cette émission en quête de sens. Et j'ai la joie de recevoir pas mal d'invités aujourd'hui, en tout cas des témoins, mais surtout donc mes invités autour de cette table qui sont Lisa Kamen. Bonjour Lisa. Bonjour Marie. Comment allez-vous? Très bien, en merci. pleine vacances scolaires? Moi ça va, je suis pas en vacances, mais non, ça va très bien. Et vous êtes en vacances scolaires là? Oui. On peut le dire. Oui, je me suis débarrassée de mes enfants éhontément. Ils sont chez mes beaux-parents, voilà. Écoutez, voilà une solution d'ailleurs pour les parents qui nous écoutent. Quand on a la chance de les avoir, institutrice que vous êtes, chroniqueuse régulière au journal Le Point, on peut le dire aussi. Vous êtes en face d'Olivier Babot. Bonjour Olivier. Bonjour. Ça fait bien plaisir de vous recevoir enfin. Merci de votre Une vidéo de invitation. 4 ans d'enquête de sens. Bon, c'est couru après Exactement. Ça se mérite, hein. Vous êtes, alors comment résumer? Vous êtes donc essayiste français. Vous avez après une carrière dans l'enseignement supérieur et en politique, été directeur des études et porte-parole de la Fondation Concorde jusqu'en 2017. Et puis vous avez fondé cette Fondation Sapiens. Peut-on résumer je suis allé un petit peu parcourir votre site pour mettre l'humain au cœur d'une société complexe. J'ai mis ça sur ma feuille parce que je savais pas comment définir. Oui, c'est numérique. Un think tank, un laboratoire d'idées qui essaie de voilà. penser aux conséquences des technologies sur l'économie, grosso modo. On a quand même un prisme avant tout économique. Donc, à travers, évidemment, les thématiques de l'énergie, du développement durable. Et des vacances. Et du temps libre aussi. Et du temps libre qui sont qui est ma marotte, ma dernière marotte en date. Vous qui donc êtes l'auteur de ce passionnant ouvrage, La tyrannie du divertissement, chez Buchet-Chastel. Il y a un petit peu d'air du vide là-dedans. Il y a beaucoup d'évidemment l'héritage de nos anciens, j'allais dire pas si anciens que ça, mais enfin bon, qui ont déjà travaillé sur l'apparition de ce temps libre qui est en fait assez récente, peut-on dire. Nous sommes également en ligne avec Jean Viard. Bonjour monsieur. S'il est avec nous, mais sinon on le joindra tout à l'heure, ce n'est pas grave. Jean Viard qui n'est pas avec nous, on le joindra dans un instant. Nous sommes peut-être déjà en ligne par contre avec notre papa du jour, Emmanuel Barré, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes père de famille, combien d'enfants? Nous avons 7 enfants. 7 enfants! Je parle un peu fort pour les oreilles de Lisa Kamen, pardonnez-moi. En tout cas, 7 enfants, c'est sûr que ça m'impressionne. Alors, question que je vous pose, Emmanuel. Pour ou contre? Trop de vacances? Pas assez de vacances? Et voilà. Pas assez de vacances, je sais pas. Trop de vacances, ça dépend pour qui, en fait. Ouais. Pour les enfants, non. Parce que c'est un temps qui est précieux pour eux, qui leur permet de se reposer. Ils sont hyper sollicités. L'école, les sorties, la musique, le sport, le scoutisme, tout type d'activité autour. Par contre, pour les parents qui doivent derrière, en temps scolaire, assurer les conduites, les devoirs, la marche courante de la maison, et en temps de vacances, les gardes des enfants, les transports, vous parliez des grands-parents tout à l'heure, ou le centre aéré, ou les modes de garde divers et variés. Voilà, c'est vrai que pour les parents, surtout quand les enfants sont petits, ça casse le rythme, mais ça met dans un rythme qui n'est pas forcément plus calme ou plus confortable. Et je ne serais pas si catégorique que ça pour parler du point de vue des parents, au moins pour les jeunes enfants. Ouais. Alors j'ai envie de passer la parole. Peut-être. Jean Viard est avec nous. Jean Viard est avec nous. Bonjour Jean Viard, comment allez-vous en ce temps de vacances scolaires? Alors Jean Viard, s'il fallait vous poser la question à vous qui êtes un spécialiste des vacances, justement, est-ce qu'il y en a trop en France des vacances scolaires pour vous? Pour commencer, tout simplement. Je dirais pas les choses comme ça, si vous voulez. Alors on peut en discuter. Moi, ce que je crois, c'est qu'il serait temps d'arrêter de les désorganiser entre régions. Parce que la plupart des familles françaises sont multirégionales, ou une grande partie d'entre elles en tout cas. Et donc, un des intérêts des vacances, c'est de réunir les fratries. Vous voyez, je pense par exemple que les vacances de ski, où il y a 8% des gens qui vont au ski, ça n'a pas beaucoup de sens de les étaler. Les Italiens ont fait quelque chose d'intelligent. Ils ont donné à toutes les familles le droit de partir une semaine n'importe quand avec leurs enfants. En gros, c'est comme s'ils avaient la grippe, quoi. Je pense que c'est assez intelligent. Olivier Babot, mais pouce en l'air, hein. C'est bravo. Bravo les Italiens. Non, mais parce que l'idée, c'est d'écraser de la souplesse. Regardez le problème de la neige.
on oblige tous les enfants de France à passer 15 jours devant la télé, parce qu'il y en a 8% qui vont au ski. Il faudrait mieux que les stations de ski, il y a des gens, quand il y a de la neige, et que ça s'étale plus pour qu'il y ait plus de place. Parce qu'on sait que... Vous voyez, c'est plutôt vers ça que j'aurais tendance à aller. Et de toute façon, avec le réchauffement climatique, le problème qui va nous être posé, c'est que nos bâtiments ne sont pas forcément prévus pour la chaleur. Donc il va y avoir aussi toute une réflexion sur le climat et l'école. Tiens, c'est intéressant. On est toujours passionné avec des sociologues. Olivier Babot, ça nous donne des ouvertures pour vous, les analystes, ensuite à creuser. Alors vous, mis à part cette touche italienne. On pourrait commencer par rappeler que c'est quand même rigolo que les vacances à l'origine avaient été concédées pour que les parents acceptent de laisser leurs enfants aller à l'école et sous condition de quoi? Qu'ils soient libres pour les moissons et les vendanges. C'est juste. Les grandes vacances, qui étaient en fait les vacances à l'origine, c'était l'idée que vous alliez pouvoir aller bosser. Donc il ne s'agissait pas de regarder la télé, évidemment, à l'époque. Il s'agissait de travailler aider, en fait. Et d'aider parce que l'idée, c'était que dans les campagnes, évidemment, vous aidiez quand vous étiez un enfant et on ne vous aurait pas laissé partir à l'école si vous n'aviez pas eu ce temps, promis au travail, en réalité, et non pas au délassement. Alors attention, je ne défends pas le travail des enfants. Hein. Je suis ravi. Moi, je pense qu'il n'y en a jamais assez, en fait. D'accord. Mais le point d'inquiétude de mon livre est précisément que selon les classes sociales, ce temps qui va être effectivement très important, ça revient toutes les 6 semaines, vous avez 2 semaines de vacances, hein, c'est quand même fou. Hein. Alors moi j'ai la chance en tant que je suis toujours professeur à dans la bande de Lisa. En gros je peux placer mes cours et j'arrive à passer toujours au moins la moitié des vacances avec mes enfants. Mais si vous avez un boulot de bureau classique, c'est très compliqué pour vous. Il faut compter sur les grands-parents, il faut peut-être éventuellement aller dans les colos, etc. La vraie question c'est qu'est-ce que vous allez faire avec vos enfants de ce temps. En fait, c'est la question fondamentale. C'est le moment où vous allez leur apprendre l'autodiscipline du loisir, qui est en fait l'autodiscipline de toute la vie, qui est l'art de vivre en fait dans un monde où le loisir fait une grande partie de notre existence. En fait. Lisa, après je passerai la parole à En fait, la particularité de la France, c'est ce que disait Olivier, c'est qu'on a énormément de vacances intermédiaires. Parce que finalement, la durée des vacances est globalement un peu supérieure à celle des autres pays européens, puisque en gros, on a 160 jours d'école, là où les autres en ont plutôt 180. Donc, de toute façon, on est un peu plus souvent en vacances et les journées sont plus longues chez nous. Donc, les élèves vont à l'école plus tard dans la journée, disons, et plus de jours dans la semaine. Mais les vacances sont plus longues. Et ce qui est très particulier à la France, c'est qu'il y a beaucoup de vacances intermédiaires. Ce n'est pas les vacances d'été qui sont plus longues que les vacances des autres pays. C'est ce que dit Olivier. Ce qui est compliqué, c'est pour les parents qui travaillent. C'est le cas de la plupart des parents. La plupart des gens travaillent. Et donc, ces gens-là n'ont pas forcément la possibilité de prendre 2 semaines à Noël, 2 semaines à la Toussaint, 2 semaines à Pâques. Ça fait beaucoup. Et donc, ce qui est important, c'est effectivement d'apprendre aux enfants à s'occuper seuls. Mais c'est important d'apprendre aux enfants à s'occuper seuls. On ne peut pas les occuper en permanence. Moi, j'ai des élèves qui demandent à être occupés. Ça c'est un vrai problème. Vous l'avez déjà évoqué. Voilà, on a des élèves qui, en classe, quand ils ont terminé leur travail, viennent nous voir en nous disant « Et madame, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Il me semble que quand j'étais petite, j'avais terminé mon travail avant les autres, je n'avais que d'une chose, c'était que la maîtresse ne s'en aperçoive pas. Et je faisais, des mots croisés, du dessin, je lisais mes bouquins, je regardais dehors, je ne faisais juste rien. C'est formidable de ne rien faire, de penser, de pas réciter des poèmes, ou peu importe. Mais je dis pas que ça n'existe plus, mais les enfants sont tellement sollicités, on leur propose à la maison toujours une activité qui succède à une autre. Alors après, ça dépend évidemment des classes sociales, mais voilà. Il y a des classes, il y a des gens qui ont la possibilité de proposer des cours à leurs enfants. Donc il y en a un qui va au piano, l'autre au poney, l'autre je sais pas quoi. Et puis il y a des enfants à qui tout simplement on propose la tablette de 16h à 20h. Le temps passé sur écran est complètement dingue. C'est plusieurs heures par jour pour la plupart des enfants. 3 heures. Plus de 3 heures. Et même dans des milieux, on va dire, favorisés, pour employer un mot appartenant au vocabulaire marxiste, mais bon, admettons, c'est quand même les enfants ont quand même la possibilité en permanence de demander telle ou telle activité. Ils savent qu'en bas de chez eux, on peut aller, au poney. Et ils demandent, en fait. Ils sont plus habitués à prendre un livre ou à dessiner, à rêver, à s'occuper seuls. Et je pense que ça fait partie de quelque chose de plus global que j'appelle l'autodidactisme. Je pense que l'école est faite pour rendre les gens autodidactes. Elle sourit en se disant ça. Mais oui, parce qu'on pourrait se dire que l'école a intérêt à capter la formation, que les enseignants ont intérêt à rendre les gens dépendants de leur métier, de leur métier de formateur. Moi, je pense à l'inverse,
que l'école est faite pour donner les bases, pour que les gens aillent choisir ce qui leur plaît. Responsable et autonome, ouais. Et apprendre. Jean Viard, vous souhaitez réagir, je crois. Non, qui souhaitait réagir? Oui. J'entends bien qu'on s'ennuie plus assez en société numérique. Ouais. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on a en permanence, il suffit d'appuyer sur son portable, les enfants en ont massivement à partir du collège. Donc c'est vrai que l'ennui a quasiment disparu. Et ça peut être un vrai problème. Hein. Ouais. Je ne dis pas qu'il faut imposer 1 heure d'ennui par jour dans toutes les écoles. Mais c'est un vrai problème parce que quand est-ce qu'on développe l'imaginaire? Ouais. Et après, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que depuis 81, on a arrêté de travailler entre Noël et Jour de l'An, sauf les gens professionnels, les restaurateurs, les pompiers, etc. Et donc, si vous voulez, il y a 2 moments d'arrêt collectif. Parce que c'est la 5e semaine de congé payé qui a été mise généralement entre Noël et Jour de l'An. Oui. Alors qu'avant, travailler entre Noël et Jour de l'An. Maintenant, c'est assez rare, les gens qui travaillent. Donc, ça veut dire qu'au fond, il y a 2 moments où tout le monde est en vacances, je dirais quasiment tout le monde. Oui. C'est effectivement la semaine des 15 jours autour de Noël, et puis une partie entre le 14 juillet et le 15 août. Ouais. Je crois que c'est ça qui... Et puis après, il y a les autres types de vacances où je suis d'accord, je pense qu'il pourrait y avoir beaucoup plus de souplesse. Mais un des gros sujets, c'est effectivement que on a des enfants qui arrivent fatigués, parce que comme ils ont des journées très longues et qu'ils en font beaucoup, ils ont besoin de vacances pour se reposer. Donc c'est une question de tout le modèle, si vous voulez. Et c'est aussi lié à la densité des écoles, à la proximité, etc. Parce que le problème des écoles, c'est évidemment les trajets, etc. Donc vous voyez, c'est tout un modèle scolaire qui est comme ça. Ouais. Donc voilà. Moi, et puis il faut dire une chose, c'est qu'il y a quand même une grande partie des enfants qui ne partent pas en vacances, notamment dans les quartiers populaires, notamment les enfants issus de l'immigration. Ouais. Bon, au fond, dans nos sociétés, partir en vacances, que font 55 à 60% des gens, je dirais, c'est participer à la société. Parce que dans les médias, les présentateurs sont partis, vous allumez la télé, c'est les vacances, c'est plus les mêmes, c'est des remplaçants, c'est des débutantes. Bon, donc si vous voulez, si vous travaillez ou si vous êtes chez vous, vous n'avez pas le sentiment d'être en vacances. Donc, il y a là un vrai problème. Je pense que la démocratisation des vacances, depuis à peu près 30-40 ans, est à peu près arrêtée. On ne fait pas le boulot qu'il faut. On a un gros problème pour faire partir les jeunes des quartiers. Et vous savez, du coup, ils se sentent pas intégrés dans la société. Parce que eux, les vacances, ils les voient d'extérieur, si on peut dire. Ouais, tout avec à fait. Les problèmes que ça pose en matière de vie dans les banlieues, de sécurité, de drogue, etc. Je pense qu'il y a une vraie réflexion pour reprendre la démocratisation, en tout cas pour les jeunes. Parce que c'est pas un devoir de partir en vacances. À mon avis, le devoir des adultes, c'est d'apprendre aux jeunes à voyager. Après, ils en font ce qu'ils veulent. Il y en a qui veulent pas, il y en a qui veulent rester chez eux, il y en a qui préfèrent jardiner. Chacun est libre. Ouais. Mais le fait d'être parti quand on est jeune, le fait d'avoir appris à ne pas dormir chez soi, c'est des choses simples. Il y a presque 15% des gens qui n'en ont jamais découché. Donc, si vous voulez, il y a un apprentissage de la mobilité, qui d'ailleurs pourrait être utile aussi dans le travail, qui devrait être un vrai objectif politique. Ouais, c'est intéressant, Olivier Babot. C'est vrai que je me disais, disons qu'il est gonflé de dire qu'il faut partir jeune, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une logique là-dedans d'ouverture au monde qui manque. Enfin bon, bref, vous écrivez quand même que le temps libre domine désormais nos vies, qui rentre en ligne de compte évidemment pour les vacances. Peut-être une réaction à ce qui a été dit quand même. Hein, oui, il y a plein de choses à dire. Il y a un grand pianiste qui s'appelle Andras Schiff, mon pianiste préféré personnellement, et qui dit le plus difficile aujourd'hui quand tu es musicien, c'est de commencer par faire silence. Dans un monde où en fait il n'y a plus de silence. Nous avons en permanence au bout des doigts la capacité à actionner plein de ressources de contenu, de bruit. Et je crois qu'effectivement nos enfants sont dans ce cas-là. Nous on se souvient peut-être tous d'heures de voyage derrière la voiture où il n'y avait rien à faire quand nos parents conduisaient. On regardait les plaques. Alors, on avait plein d'idées, on chantait des chansons, on faisait plein de choses. Et c'est vrai que c'est cet ennui, vraiment l'ennui au sens bénéfique, c'est féconder ce temps qui nous est donné. Ce temps pour rien. Ça nous manque et on voit bien que les enfants, comme nous maintenant d'ailleurs, ont l'habitude d'être sans cesse stimulés, remplis, d'avoir beaucoup de mal à faire autre chose. Je reprends dans mon livre la phrase que me disait toujours mon père quand je venais le voir, comme tous les enfants, je m'ennuie, qu'est-ce que je peux faire? Et il me disait toujours, prends un livre et lis. Et à l'époque, ça m'énervait beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai compris qu'il n'y a rien de mieux à dire à ses enfants. Et je leur dis maintenant, ça les énerve d'ailleurs. Je leur dis, prends un livre et lis quand ils viennent me voir. Et là, le problème, c'est que malheureusement, même si on essaye de
limiter le temps d'écran selon l'âge et qu'il y a des règles évidemment qu'on fixe, en fait, ils se rendent bien compte qu'il y a des choses qui sont plus intéressantes, plus attractives, un peu comme vous avez une cuisine un peu sophistiquée avec plein de goûts, et puis vous avez la cuisine très sucrée. Le très sucré, il va en général emporter l'adhésion parce que c'est le principe de la plus grande récompense, le plus rapide. C'est vrai. Et c'est ça le risque de l'écran. On sait que l'écran est à disposition, que il y a un podcast, je sais pas quoi, de Squeezie qui est à disposition, et c'est sûr que ça sera toujours plus agréable que d'aller lire, ne serait-ce que même le Club des 5. Il y a une autre époque quand vous n'aviez pas d'alternative, le Club des 5, c'était le divertissement. C'était la récré, quoi. C'était la récré. Quand on avait le droit. Vous vous rappelez, Lisa ? Aujourd'hui, je pense que c'est considéré comme un pain somme. Enfin, c'est considéré comme quasiment attentatoire aux droits de l'enfant, les obliger à lire ces trucs-là. D'où Jésus. Mais même pas ma fille dans 5 ans. Bref, si elle sait lire à 5 ans, ce sera déjà pas mal d'ailleurs. Aussi, parce que Vos enfants ont quel âge, Olivier, juste pour information? Ma fille a 12 ans quasiment et mes 2 jumeaux garçons ont 10 ans. On est donc dans la cible, vous êtes également un témoin aujourd'hui. Parfait. Totalement, j'ai plein de trucs à dire. Emmanuel Barré, que font vos enfants? Peut-être qu'on va vous laisser un petit peu tranquille parce que voilà, cher Emmanuel, c'est les vacances, mais bon, c'est compliqué. Quand on a 7 enfants peut-être, que font vos enfants, vos 7 enfants en plus, pendant les vacances? Alors, nos 7 enfants ont entre 14 ans et 18 mois, donc on est sur des âges assez étalés, des collégiennes, des scolaires, des petits à la crèche. Donc les petits restent à la crèche. D'accord. Une semaine sur 2, mais la semaine dernière, ils étaient à la maison, gardés par les plus grands. En demi-journée, on rentrait le midi pour assurer une présence au repas, mon épouse ou moi ou les deux. Voilà, mais c'est vrai que je souscris complètement à tout ce qui a pu être partagé avec une vision un peu plus terre à terre de père de famille. Mais c'est vrai que c'est un temps où on va permettre à nos enfants de s'ennuyer. Et c'est vrai que chez nous, parfois les enfants arrivent, papa je m'ennuie, maman je m'ennuie, et la réponse c'est très bien, continue. Voilà, parce que finalement c'est très bien. Mais écoutez, donc apprendre à s'ennuyer, à passer du temps, apprendre à s'autonomiser aussi, quand on est plus grand, préparer le repas, préparer le goûter, faire un gâteau, surveiller les plus petits pendant la sieste, ou voilà, donc s'autonomiser pour plus tard. Et puis le bénéfice, c'est que les enfants voient un petit peu la réalité des parents scolaires, et quand on repart en mode scolaire, on peut leur dire oui, mais tu vois, moi je dois préparer le repas parce que tu le faisais pendant les vacances, mais là, tu as assez de devoirs, je fais le repas, donc je suis moins disponible, le rythme est plus serré, et ça contribue aussi à une certaine compréhension du rythme et de la réalité familiale. Et puis, apprendre à voyager, partir chez les grands-parents, prendre le train en autonomie une première fois. D'accord. À quel âge? Se détacher, se déraciner. À quel âge? 11-12 ans, un TGV, voilà. C'est des choses qui contribuent à faire grandir nos enfants, et c'est super important. Merci pour cet exemple presque, parce que bravo, chapeau, avec vos 7 enfants, vous avez l'air de sacrément faire tourner la boutique, cher Emmanuel, ainsi que votre épouse, j'imagine derrière aussi, qui turbine. En tout cas, on se retrouve juste après cette page en couleur, nous sommes un petit peu en retard. À tout de suite. Le bonheur en musique, Edith Walter. Le bonheur en musique existe et il embellit la vie. Pour cela, je souhaite partager avec vous mes émotions musicales, passées ou dans l'actualité d'un proche présent. Que ce soit l'évocation d'un concert particulièrement émouvant, d'un disque exceptionnellement beau ou encore la promesse d'un événement musical à venir. La vie est un sommeil, l'amour en est le rêve, dit Alfred de Musset. La musique participe à son bonheur. Le partager chaque semaine avec vous est mon défi. Le bonheur en musique avec Edith Walter, chaque vendredi à 20h45 et le dimanche à 14h30. Bonjour, je suis Fabrice Adjadj et je vous propose cette semaine de prendre 26 minutes pour nous poser la question « La louange est-elle impossible ?» à partir d'un texte de Jean-Louis Chrétien. Rendez-vous ce samedi à 11h30 et si ce samedi vous faites Shabbat ou que vous changez toutes vos ampoules, Matière à penser, notre émission s'écoute très bien aussi en podcast. Et n'oubliez pas que vous êtes intelligent. Vox Mundi. Chaque dimanche, Radio Notre-Dame vous propose, grâce à Radio Vatican, de revenir sur l'actualité religieuse phare de la semaine. En seconde partie, un magazine au cœur de Rome et du Saint-Siège, mêlant culture et foi et qui vous fait redécouvrir les joyaux du passé. Vox Mundi, par la rédaction francophone de Radio Vatican, c'est chaque dimanche à 9h. En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu.
Y a-t-il trop de vacances scolaires en France? Eh bien, nous en parlons avec tous nos invités, Lisa Kamen, Olivier Babot, Jean Viard, Emmanuel Barry pour côté famille, côté terrain, si je puis dire, partagé par tous nos invités, hein, j'imagine ici. Lisa Kamen, justement, alors je dis parce qu'il y a beaucoup de choses à évoquer, qui ont été évoquées déjà. Vous disiez aussi que c'était pas évident, que tout était organisé, c'est vrai, autour du ski en février, des stations balnéaires qu'il faut faire tourner, c'est vrai, ça, on peut pas se le cacher, c'est vrai, hein, officiellement. Oui, c'est la mainmise de l'État sur l'organisation du temps scolaire. Il n'y a pas de raison que l'État se mêle de ça. Finalement, c'est pas. Si on considère que l'éducation est une activité régalienne, oui, mais ça semble évident pour tout le monde aujourd'hui, mais c'est pas naturel. Il y a eu des époques où l'État ne se mêlait pas d'éducation. Aujourd'hui, non seulement il se mêle d'éducation, mais il impose académie par académie ou région par région la durée des vacances, la durée du temps scolaire, la durée des journées. Voilà. Et donc finalement, tout le monde se retrouve à partir en vacances en même temps. Les prix montent, c'est normal. Moi, je suis hôtelière. Ce que je fais, le jour où tout le monde est en vacances, je double mes prix. Et finalement, et c'est assumé, c'est-à-dire que dans les circulaires qui définissent le temps de vacances, il est écrit noir sur blanc que c'est fait pour favoriser l'industrie du tourisme. Donc, on écrit noir sur blanc que l'intérêt des enfants... Enfin, on n'écrit pas que l'intérêt des enfants n'entre pas en ligne de compte, mais de fait, si c'est l'industrie du tourisme qui est favorisée, ça n'est pas forcément l'intérêt de l'enfant. Et finalement, il y a des écoles qui sont... on est loin de nos moissons, hein. On est loin de nos moissons et de nos vendanges. Ça fait longtemps, puisque ça date du Front populaire. Hein. Les moissons, c'est jusque dans les années 20, les années 30. Ouais. Après, c'est plutôt une politique justement de tourisme pour favoriser l'égalité à l'accès aux vacances, au tourisme, aux stations balnéaires, au ski, etc. Mais en fait, les précurseurs des vacances de ce type, ce sont les Anglais. Mais qui, eux, faisaient ça très librement. Les aristocrates anglais venaient en vacances en France au 19e siècle, ils faisaient de l'alpinisme, et tout ça faisait rêver les gens, à juste titre. C'est très sympa d'aller faire de l'alpinisme. Mais bon, de là à ce que tout le monde puisse faire de l'alpinisme, je ne sais pas si c'est tout à fait souhaitable, d'autant que là, c'est vraiment imposé. Et comme c'est imposé, ça paraît très anormal de ne pas partir en vacances. Les enfants ont honte de dire qu'ils ne partent pas en vacances. Ce que disait Jean Viard, c'est assez intéressant, cette histoire d'exclusion encore plus évidente. C'est terrible parce que ça peut aussi être un choix des parents de ne pas partir en vacances. Absolument. Ça peut être un choix, je sais pas, on habite à Paris, est-ce qu'on a besoin de partir en vacances pour se divertir? Intéressante question, hein. Justement, peut-être que c'est le temps rêvent de passer des vacances à Paris, qui payent pour être ici. Alors, est-ce que forcément il faut partir à l'étranger ou partir au ski pour se reposer, se cultiver, se faire du bien? J'en sais rien. En tout cas, le fait que l'État décide à notre place de la durée du temps scolaire, de la durée des vacances, etc., je ne suis pas sûre que ce soit normal, naturel, évident. Les écoles libres, donc hors contrat, décident de leur temps scolaire. Alors, en général, la liberté fait qu'on se range à l'intérêt de tous. Donc finalement, ces gens-là respectent à peu près les vacances scolaires quand même, pour que, ce que disait votre invité tout à l'heure, pour que les familles se retrouvent. Ouais. Mais finalement, elles peuvent, pourquoi pas, proposer des journées de classe plus courtes, des vacances plus longues ou des vacances plus courtes. Enfin, c'est libre et finalement, on n'aboutit pas à des aberrations. La liberté ne fait pas aboutir à des aberrations. Et d'ailleurs, ça sert, Olivier Babot, peut-être, point d'interrogation, la tyrannie du divertissement, puisque quand on sort d'une aussi longue journée, par exemple, de classe, on a peur finalement de perdre du temps à prendre le temps de ne rien faire. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est, on passe de tout est électrique, haute intensité, quoi. Il faut tout remplir, il faut vite remplir le temps parce qu'il n'y en a pas beaucoup, en fait, qui reste. Pour soi, pour respirer, et pour les enfants, j'entends, et pour les parents aussi. Oui, il y a un paradoxe qu'il faut signaler, c'est qu'en fait, on n'a jamais eu autant de temps libre. C'est ça. Expliquez-vous un peu, Olivier Babot. On peut le redire, au 19e siècle, on travaillait 4000 heures par an. Aujourd'hui, on en est à 1500, 1300 à peu près. Dans une vie qui était relativement courte, donc ça fait que si vous pouvez calculer que votre vie éveillée, c'était 70% de temps de travail au 19e siècle, c'est-à-dire essentiellement du travail, où vous allez intercaler quelques moments de loisirs qui sont avant tout, évidemment, du coup, des moments de délassement. Dans une vie où, si vous n'avez pas la chance de faire partie des classes sociales privilégiées, évidemment, vous avez quand même du mal à avoir accès d'ailleurs aux ressources de la culture. Il faut se souvenir que les ouvriers, ils devaient se cotiser pour avoir accès aux Misérables, au roman de Victor Hugo. C'était cher, quand même, relativement. Ouais. Et puis aujourd'hui, si vous êtes aux 35 heures, c'est environ 12% de votre vie éveillée que vous aurez passé à travailler. En fait, aujourd'hui, notre vie de travail, notre vie professionnelle,
pour la plupart d'entre nous, c'est une très petite partie de notre vie. Ça veut dire, c'est formidable qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut faire, mais que cette autre chose n'est pas questionnée. Un petit peu comme, on dit que c'est finalement le temps libre, c'est la liberté. La liberté, c'est forcément bien employé, puisque c'est la liberté, alors que justement, il y a des façons plus ou moins bonnes d'occuper son loisir. De la même façon qu'il y a du travail qui aliène et du travail qui émancipe, eh bien, il y a des loisirs qui aliènent. Et ça, c'est un truc qu'on ne dit plus du tout. Ouais. C'est totalement interdit de dire, peut-être par égalitarisme. On n'est plus capable de dire que, regardez Hanouna, c'est moins intéressant que de faire du violon. Voilà. C'est très compliqué. On ne veut plus hiérarchiser. On est dans un monde horizontal qui n'accepte plus aucune forme de verticalité. Hein. C'est étonnant d'ailleurs. Ça se dit quand même dans certains milieux. Enfin... Oui, alors mais justement, selon les milieux, vous allez transmettre ou pas cette espèce d'habitus. C'est non dit. C'est non dit, mais c'est transmis. Mais ça fait partie de l'éducation. L'éducation normale, presque. C'est mettre le plaisir à distance, c'est investir dans des activités qui ont du sens et qui seront plus nourrissantes et à terme. C'est des formes d'autodiscipline. Et évidemment, malheureusement, plus vous descendez à l'échelle sociale, plus il y a la déshérence. Plus il y a surtout des écrans. Hein. Et donc des écrans. Par deux. Et des écrans, malheureusement. Alors, dommage, c'est que si on pouvait discriminer sur le médium, ce serait hyper pratique. Mais non, il y a l'écran, ça peut être super aussi. C'est-à-dire qu'on peut vraiment apprendre des choses comme le livre, fabuleuses. Comme un livre peut être mauvais. Extraordinairement mauvais, mais on se rend pas compte. Sur YouTube, le nombre de ressources pour tous les âges que vous avez pour apprendre tout ce que vous voulez. Et si vous arrivez à bien utiliser ça, c'est un levier extraordinaire. Donc, c'est même pas les écrans en soi qu'on peut repousser, c'est malheureusement la tentation dans les écrans de ce qui est parfois le plus facile et le moins intéressant. Ouais. Même si le divertissement est nécessaire, mais le problème c'est la tyrannie du divertissement, c'est l'excès, hein, c'est le fait que le divertissement va phagocyter les autres formes de loisirs qui sont le temps pour les autres. On sait que les jeunes aujourd'hui, ils font moins l'amour qu'avant et ils voient moins leurs copains, ce qui est probablement lié d'ailleurs. Et ce temps pour les autres, et puis le temps pour soi, moi je fais référence à la scolée grecque, hein, c'est-à-dire la scolée qui a donné école, c'est-à-dire le loisir studieux, ce qu'on fait quand on est assez riche pour pas travailler, et qui a donné chez les latins l'osium, par opposition au neg-osium, le négoce, le non-loisir. Ouais. Pour Cicéron, il n'y avait rien de pire que d'être un business man, n'est-ce pas, puisque être occupé c'était un truc d'esclave. Les gens vraiment nobles, ils ne faisaient rien au sens où ils pouvaient s'occuper d'eux-mêmes, c'était ça l'osium, hein. C'était ce loisir studieux qui permet de travailler sur soi et travailler à sa propre amélioration. Voilà, c'est l'idée de l'école. Il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot, Jean Viard, il y a du boulot. Et je vous trouve quand même extrêmement critique. Hein. Je veux dire, oui, c'est vrai qu'on est dans l'ordre du temps scolaire. Ouais. Et c'est vrai que la société est rythmée par le temps scolaire. D'ailleurs, le mercredi, dans les entreprises, il y a beaucoup moins de coups de téléphone. Pendant les vacances scolaires, on n'est pas en ralenti, il n'y a plus d'embouteillage. Oui. Bon, autant ce rythme-là que quand c'était le temps de la mine ou quand c'était le temps uniquement des récoltes où effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, vous savez que c'était les enfants qu'on envoyait pour ramasser avec les autres, mais aussi des instituteurs. Les instituteurs n'étaient pas payés pour les vacances puisqu'il fallait qu'ils travaillent dans les champs. C'est étonnant. Elle me semble problématique. On est dans une société où plus de 80% des couples sont biactifs et donc forcément la gestion du temps, c'est le temps de l'école, c'est le temps du travail, c'est les loisirs, le tourisme, oui, c'est 10% de l'emploi, et je trouve que c'est très respectable. C'est vrai qu'une partie des emplois du temps tiennent compte des intérêts de l'économie touristique, bien sûr, mais en quoi est-ce scandaleux? C'est pas scandaleux. C'est pour ça que moi je dis qu'il vaudrait beaucoup mieux une semaine flottante plutôt que les vacances de février, pour justement étaler davantage la possibilité de faire du ski. J'avoue que j'aime bien cette vision des choses, Lisa. Pardonnez-moi, mais là, je suis dans le camp de Jean Viard, je trouve. Je trouve que c'est assez sensé. Il y a deux camps, parce que moi, je trouve pas ça scandaleux. Je suis pour que les gens aient le choix. Je vois pas de scandale. Si c'est le choix des gens de s'entasser dans une station balnéaire, très bien. Sauf que pour l'instant, c'est pas leur choix, c'est le choix de l'État. Moi, si les gens continuent de faire comme ça, de partir tous en même temps en vacances et que c'est assumé, c'est choisi, ils sont d'accord pour tous payer 2 fois le prix, très bien. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas un choix, c'est une Jean Viard, qu'est-ce que vous répondez à ça, du coup, Jean Viard, effectivement? L'idée que les gens ont envie de solitude, il y a des gens, oui, il y a des moments, oui. L'idée que c'est une contrainte d'être sur une place surchargée, c'est plus compliqué que ça. Je veux dire, vous savez, il y a 2 endroits où on est très serré, c'est sur les plages et dans les cimetières. Et les cimetières, c'est pas vraiment... Pardonnez-moi de rire, hein. Les plages, c'est un peu plus simple. Il faut faire attention au discours des élites qui critiquent toujours le
de masse. C'est-à-dire, en gros, le tourisme populaire, pour dire les choses simplement. Ouais. C'est vrai que c'était déjà au 19e, il y avait les voyageurs, c'était honorable, et les touristes. En gros, c'était les nouveaux riches, c'était ceux qui arrivaient au mauvais moment, etc. C'est-à-dire, quand on déplace sur la planète des milliards de gens, et que le voyage reste, moi je suis un disciple de Montaigne, le voyage reste un lieu essentiel de l'apprentissage, etc. Oui. Après, ce que fait le Babo n'est pas faux. Une des grandes questions, c'est comment on offre des possibilités de contenu à ces vacances. Mais regardez les vacances d'été, il y a 7 millions de gens qui vont assister à des festivals de musique ou de théâtre et qui n'y vont jamais pendant l'année. Donc il y en a plein des livres, c'est le grand moment de la lecture. Donc il faut faire attention aux caricatures, quoi. Et après, qu'il y ait plus de choses à faire pour faire de l'offre, j'allais dire, culturelle, de visites, de découvertes, de rencontres avec la nature, etc. Oui, mais qu'est-ce qui explose aussi? C'est la marche à pied dans les collines. Il y a plein d'activités comme ça en plein développement. Donc, je vous trouve très sévère que, effectivement, moi, je suis plus préoccupé par l'arrêt de la démocratisation, qui pose un autre débat. Vous voyez, il y a 1,5 milliard de touristes sur la planète au niveau international, c'est qu'il franchissent des frontières. Moi, mon rêve, c'est qu'il y en ait 3 milliards. Et je pense, si vous voulez, qu'il y ait 80% des Français qui partent en vacances. Mais après, tout ça a besoin de flux. Moi, je pense que c'est génial d'avoir été une fois dans sa vie aux États-Unis, une fois en Afrique et une fois en Asie. Mais il faut peut-être pas y aller 10 fois, y compris pour des raisons écologiques. Et donc, il faut faire attention, quoi. La découverte du monde et la découverte du rapport entre la ville et la campagne, etc. C'est ça qui nous permet de faire société dans une époque où il va falloir qu'on se batte contre le réchauffement climatique tous ensemble. Et le fait de se connaître est un ajout absolument majeur. Vous voyez, il faut faire attention. 60% par des Français ont un jardin. Bon. Donc, déjà, ceux-là n'ont pas les mêmes vacances que les autres. En ce moment, par exemple, dans plein de familles, la vraie activité de Pâques, c'est le jardinage. C'est le moment où on plante ses fleurs, etc. Ouais. C'est majoritaire comme activité. On n'en parle jamais, mais c'est plus important que les gens qui se déplacent à ces vacances-là. C'est pas vrai à d'autres vacances. Donc, je crois qu'il faut faire attention. Les gens sont dans un nouveau rapport à la nature. Ils sont dans un nouveau rapport aux animaux. C'est vrai qu'il y a une tendance. Il y a 80% qui ont un jardin, qui ont un chien ou un chat. Donc, et je pense que c'est des bonnes nouvelles. C'est-à-dire que l'homme réaccepte son lien avec la nature. Alors, avec la pandémie, on peut dire largement notre content du lien avec la nature par cette espèce de bestiole, si tant est que ça soit elle. Mais donc, pour ça, je pense qu'il faut d'abord se battre pour la démocratisation. Il va après se battre pour le contenu. Je suis absolument d'accord. Pour effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait des bibliothèques dans les lieux de loisirs, pour qu'il y ait des spectacles intelligents, etc. Mais favorisons plutôt l'intelligence, parce que le discours ultra-libéral sur les vacances, ça ne marche que pour des gens. Ça marche très bien pour les retraités qui partent quand ils veulent. D'ailleurs, l'explosion du camping-car leur correspond tout à fait. Mais on ne peut pas généraliser ce modèle à une société de couples biactifs où il y a des problèmes scolaires, etc. Je pense qu'il faut faire très attention dans les discours qu'on tient. Si je peux me permettre, je ne tiens pas un discours ultra-libéral, je tiens un discours ultra-décentralisateur. C'est pas la même chose. Il y a d'autres pays dans lesquels les vacances ne sont pas imposées par l'État, mais sont choisies. J'allais vous demander où est-ce que ça se fait ailleurs. En Suisse, en Allemagne, dans tous les pays où il y a une décentralisation, les vacances sont choisies canton par canton ou land par land. Ou parfois même à l'échelle d'une communauté de communes, et on aboutit à des résultats à peu près similaires, puisque les fêtes religieuses, les vacances d'été, etc., sont en général à peu près respectées. Les gens, ils ne prennent pas des vacances, je sais pas quoi, le 4 novembre. Enfin, en fait, les gens se retrouvent quand même autour de Noël, autour de Pâques et des vacances d'été, en gros. Moi, je ne tiens pas, sur ce point-là, en tout cas, je ne tiens pas un discours ultra-libéral. Je ne fais pas partie de l'élite. J'adorerais, mais c'est pas le cas. Je tiens un discours décentralisateur. Je ne comprends pas pourquoi l'État central décide des vacances de tous les Français. Par ailleurs, comme il le fait, il est obligé ensuite de décider aussi du contenu des vacances des petits Français, ce qui fait qu'on aboutit à des dispositifs complètement délirants, du type les vacances apprenantes de Monsieur Blanquer, qui ont été reprises par Monsieur Papendiaï, qui consiste à occuper les petits Français qui ne peuvent pas partir en vacances parce que leurs parents n'ont pas les moyens de leur offrir des vacances. Donc on les met dans des espèces de pseudo-colonies de vacances. On les confie à des animateurs qui n'en sont pas. Vous voyez des cohortes de gamins avec des gilets jaunes qui se baladent de Carcassonne à Albi en découvrant des lieux. Franchement, on voit que ça les intéresse pas. Avec des animateurs qui s'expriment dans un vocabulaire
très approximatifs sur tous les plans, c'est-à-dire quand ils décrivent une architecture, on voit bien qu'ils n'y comprennent rien. Par ailleurs, c'est ponctué de gros mots ou de franglais à tous les étages. Donc, je ne suis pas sûre en fait que cette mainmise de l'État sur les vacances soit bénéfique ni pour les parents ni pour les enfants. Vous voulez dire que ça progresse c'est-à-dire que plus l'État intervient, plus il est obligé d'intervenir. Et c'est toujours comme ça. Ouais. Moi, je suis pas contre le fait qu'il y ait des vacances et que les gens se retrouvent sur les plages si ça leur fait plaisir. Je suis contre le fait que ce soit imposé d'en haut. Ça n'est pas un discours ultra-libéral, c'est un discours ultra décentralisateur. Effectivement. Allez, nous allons poser nos valises, si vous le permettez, sur l'île avec l'Azur. À tout de suite. Il y a trop de vacances scolaires en France. Les vacances de Pâques, qu'est-ce qu'on fait pendant les vacances de Pâques? Eh bien, on va chercher, alors non pas les œufs parce que Pâques est passé, mais on jardine, on plante, etc. Ça fait complètement, effectivement, rêver. Enfin, j'ai hâte que ma fille m'aide à planter des choses dans le jardin, si j'en ai un dans quelques années. Mais merci beaucoup à mes invités aujourd'hui, qui sont Jean Viard, sociologue spécialiste des vacances, Olivier Babot, qui est essayiste, qui a fondé la fondation, qui a créé la fondation Sapiens, mettre l'humain au cœur du numérique, lui qui a publié tout fraîchement La tyrannie du divertissement chez Buchet-Chastel. Ne laissons pas les loisirs gâcher notre vie et celle de nos enfants. Et puis Emmanuel, bientôt Aurélie, dans quelques instants, nous allons joindre, qui est une maman qui habite à Toulouse, mère de 3 enfants, et qui a des choses à dire aussi par rapport aux vacances. Elle est même là. Bonjour Aurélie, nous vous accueillons. Bonjour Aurélie. Bonjour Marie-Ange, bonjour à tous. Ravie d'avoir Toulouse au téléphone. Il fait beau à Toulouse? Écoutez, aujourd'hui, ça va pas trop mal. Moi, alors que nous, je crois j'ai pas de fenêtre, je lève les yeux, mais je crois qu'il pleut en tout cas dehors. Ouais. Donc voilà. Alors, comment se passent les vacances, Aurélie, à Toulouse, chez vous, dans votre petite famille? Est-ce que vous travaillez ou pas déjà? Écoutez, donc moi je suis maman de 3 enfants, donc Côme 9 ans, Brune 8 ans et Alban 3 ans. Ouais. Donc moi le mot vacances m'a toujours fait sourire parce que c'est beaucoup plus de travail et d'organisation à gérer. Ouais. Avoir les enfants toute la journée à la maison, les occuper, trouver des activités. Je travaille pas pour ma part, mais je travaille bénévolement pour une association. Donc pendant les vacances, je le mets un petit peu en pause. Oui. Et après, donc nous pour cette première semaine, donc on a inscrit les 2 aînés dans un stage multisport près de chez nous. D'accord. Mon mari donc a monté son activité professionnelle depuis 2 ans, donc il travaille de notre domicile et il a quand même très peu de vacances. Et donc pour cette 2e semaine, on a décidé donc de partir quelques jours tous les 5 au bord de la mer Méditerranée. C'est vrai qu'on a un petit budget, donc on a trouvé une petite location. Et pareil, c'est quand même pas mal d'organisation. Je me rends compte à chaque fois à gérer. Il faut trouver faire un programme pour les activités pour en profiter tous. Et l'idée, bien sûr, c'est de se détendre en famille, sortir de la routine et du rythme de l'année, qui est quand même très chargé avec une famille avec 3 enfants dans ces âges-là. Et voilà, on avait toujours l'habitude d'aller un petit peu dans nos familles, chez les parents, beaux-parents. Ouais. Et là, on avait envie d'innover un petit peu et de partir vraiment tous les 5, donc en famille restreinte, enfin juste notre famille, et dans un autre cadre. Donc on connaît pas du tout. On va vers Gruissant, voilà, au bord de la mer Méditerranée, et voilà, donc on voudrait vraiment casser avec la routine. Ouais. Mais on sent à quel point, quand on vous entend, c'est assez intéressant, Olivier, peut-être de répondre, de réagir à cela, puisque on sent que l'équation, on est tous, moi la première également, ma fille effectivement a eu 1 semaine sur les 2 de crèche, parce que c'était pas possible de la mettre les 2 semaines, donc c'est les grands-parents qui s'occupent d'elle, pendant que, chers auditeurs, je suis avec vous, je suis avec mes invités, merci mes parents au passage, mais c'est vrai qu'on n'a pas tous cette chance-là, et on sent que l'équation devient de plus en plus complexe. Moi j'ai du mal à comprendre comment on faisait avant, Olivier Babot. Peut-être que Jean Viard pourra répondre aussi, mais Olivier Babot. Mais justement, moi, en entendant ça, alors je dis pas qu'il faut pas le faire, mais finalement on a tous, moi compris avec mes enfants, aujourd'hui, l'idée qu'il faut les occuper. Voilà. Il faut absolument des activités. Et moi, je suis malade quand un après-midi de week-end, il n'y a pas un musée, il n'y a pas un château, il n'y a pas un truc qu'on va voir, il n'y a pas une activité intéressante. Autrefois, les enfants, ils étaient laissés dans la rue, seuls, ils s'élevaient en groupe. C'est vrai ça ? Mais bien sûr, regardez les photos de Douaneau et tout ça. D'ailleurs, regardez, s'il y a une épidémie de myopie chez les enfants, c'est parce qu'ils ne sortent plus assez. Il paraît. Mais bien sûr, c'est totalement lié. Il faudrait regarder au loin un certain temps. Les enfants, comme nous tous d'ailleurs, sont trop sur les écrans et du coup ça abîme notre vue. Cette idée qu'il faut absolument occuper les enfants, c'est raccord
c'est explicable par un monde qui est de plus en plus exigeant cognitivement, où une grande partie de l'éducation, c'est mon hypothèse, se fait non plus dans le travail, ou alors la différence sociale se crée plus dans le travail, elle se crée dans le loisir. C'est-à-dire que vous allez travailler toute votre vie à acquérir cette espèce de capital humain qui va vous rendre un bon citoyen et travailleur efficace face aux machines. Et cette barre, elle est de plus en plus haute à franchir, et donc ça nécessite un travail, un investissement, ce qui fait que tous les parents aujourd'hui sont obnubilés, d'autant plus, je pense, qu'ils sont dans des classes sociales favorisées, parce qu'ils sont très conscients de ça, sachant qu'il faut savoir que les enfants qui réussissent le mieux, c'est les enfants d'enseignants. Hein. Donc Lisa et moi, on est bien comme ça, on est très bien placés, mais donc c'est pas une question d'argent seulement, hein, mais cette préoccupation pour des formes de transmission, d'autodiscipline, de savoir utiliser son temps, et puis pour ce qu'on pourrait appeler la libido siendi. Vous savez, il y a toujours cette phrase qu'on prête à Montaigne, mais que j'ai jamais trouvé nulle part dans les essais, mais c'est éduquer, c'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. Voilà. Et en fait, le vrai problème de l'enfant, le vrai problème de l'éducation, l'enjeu de l'éducation, c'est d'allumer le feu de la curiosité. Voilà, quel que soit. Et ça, l'idée, afin qu'après, ils trouvent ce qui leur plaît. Moi, je trouve vraiment qu'en tant que parent, mon devoir n'est pas qu'ils reprennent exactement les valeurs ou le type d'activité, je sais pas quoi. Moi, je fais du piano, la musique, du clavecin, la musique baroque, etc. S'ils font pas ça très bien, mais mon but, moi, c'est de leur avoir tout proposé. Voilà, il faut tout leur avoir montré. Et après, ils vont choisir en fonction de... C'est un de mes professeurs en Sorbonne qui disait, il faut que vous regardiez ce qui est votre genre de beauté. Voilà. Et donc, il faut aider nos enfants à trouver ce qui est dans la vie leur genre de beauté, c'est-à-dire le type d'activité qui leur plaît, tout en conservant cette idée antique très importante de la mesure, évidemment, et du fait qu'il faut éviter de laisser une activité phagocyter toutes les autres. Jean Viard, est-ce que vous êtes toujours avec nous, Jean Viard, ou pas? Oui, je suis toujours là. Oui, Aurélie et Jean Viard. Aurélie, oui, nous avons entendu. C'est pareil, je vous soumets ce témoignage, si vous l'avez entendu, d'Aurélie de Toulouse, là, qui nous appelle, avec un enfant dans les pattes. C'est vrai que c'est même question, moi c'est mon étonnement, mais c'est vrai qu'on a l'impression que tout ça est tellement compliqué à organiser, c'est les vacances, tout. Mais excusez-moi, mais faire tourner sa famille, s'occuper de ses enfants, le cœur des vacances, c'est la famille. 70% des familles, le rôle des grands-parents est absolument central, mais heureusement, je veux dire, on dirait qu'on se plaint parce que les enfants doivent chez les grands-parents. Moi, je trouve ça absolument génial. On dirait qu'on se plaint parce qu'on part avec des frères et des sœurs. Je trouve ça magnifique. Alors, moi, je pense que les vacances, c'est ce qui permet aux familles de fonctionner. Et c'est le grand moment de la famille. Et si vous voulez, c'est un peu pour ça que je suis un peu désarçonné, parce que normalement, c'est justement ce lieu-là. On part jamais seul. Vous savez, on a des amis de vacances avec lesquels des fois on part pendant 20 ou 30 ans, tout simplement parce qu'ils ont des enfants du même âge. Parce que la vérité, c'est qu'en vacances, les enfants, dès qu'ils sont deux du même âge, ça y est, ils disparaissent, ils veulent s'en occuper, ils courent partout. Ça se construit, et c'est vrai que regardez, il y a énormément de gens qui ont des amis de vacances. Des fois, ils les voient pas pendant toute l'année, mais c'est des copains, qui ont pris les enfants, les mamans ou les enfants au même âge, donc ça passe, c'est pas que les papas, mais c'est plutôt par les mamans. Donc il y a tout ça. Le rapport avec les grands-parents, notamment aux vacances de Pâques, il est absolument central. Les vacances de Noël, c'est autour de la famille. Rappelez-vous, pendant la pandémie, ce qu'on a entendu. S'il n'y avait pas vous savez que les mouvements catholiques au 19e siècle, quand ils ont demandé les congés, il y a ce qu'a dit Olivier Babot sur évidemment les récoltes. Mais il y avait aussi que comme les jeunes gens montaient vers les villes pour travailler, les couples s'installaient à la colle, comme on disait. Et c'est des bébés sans être mariés, parce que pour se marier, il fallait présenter la promise au village. Et les premières demandes d'une semaine de vacances par an, c'était les mouvements catholiques vers 1860 qui voulaient qu'on ait le temps d'aller se présenter au village pour se marier, pour être dans les règles, je dirais, morales de la famille. Bon, et donc, si vous voulez, pour ça qu'il faut faire attention à toute cette transformation. On est une société de discontinuité. Il y a un tiers des couples qui sont des couples recomposés, où les vacances, c'est ce qui permet aux enfants de passer d'une famille dans l'autre. C'est vrai, ça. J'allais dire, ils sont très captés parce que comme il y a deux offres de vacances concurrentes, finalement, ils partent plus en vacances dans ces milieux-là que dans les autres. Vous voyez, c'est tout ça, moi, qui me passionne. Après, ce qui est vrai, c'est que l'école a des grandes faiblesses pour ce qui concerne la création, l'art, pour ce qui concerne le rapport au sport et aux animaux. Donc, c'est vrai que les parents autour de l'école rajoutent des musées, rajoutent des choses comme ça, rajoutent des animaux. Bon, regardez le succès du poney, c'est une vraie folie. Et puis le sport. Et donc, si vous voulez, c'est aussi ce que ne fait pas l'école, je dirais.
Mais c'est pas grave, parce qu'à l'école, me pose pas de problème forcément. Mais donc, si vous voulez, les parents complètent. Alors après, il y a une obsession. Si votre gosse, il n'a pas 3 activités en plus de l'école, on pense qu'il va être chômeur dès le début. Ça peut peut-être vous rejoindre avec Lisa. C'est vrai qu'ils vous mettent d'accord, cette affaire-là. Qu'effectivement, il y a un complément, du coup, grâce aux vacances, peut-être, qui est proposé, en tout cas aux parents. Mais après, bon. Oui, il est vrai que l'école, aujourd'hui, n'assure pas forcément cette mission d'ouverture à des domaines. D'ailleurs, elle n'assure pas non plus l'instruction pour les fondamentaux. Donc, je ne sais pas ce qu'elle assure, mais par ailleurs, dans des pays où la journée scolaire est plus courte, on propose aux enfants souvent des activités sportives ou artistiques juste après la classe, entre 14 et 16 heures. Ils vont faire du sport, ils vont faire de la musique. Donc effectivement, il y a, mais quand même, le problème du fait que ce soit aux parents de remplir ce temps-là avec des alternatives artistiques ou sportives. C'est pas ça, c'est que c'est social. Encore une fois, il y a une discrimination sociale. Qui peut faire ça? Qui peut emmener son enfant au piano, puis au poney? Et puis voilà, si on en a 7, on fait comment? On emmène pour Aurélie? Non, mais sérieusement. Et puis si on n'a pas les moyens, ou si on est dans un endroit où ne sont pas proposés ce type d'activité, ou si on n'a pas le temps, on rentre du travail, il est 20h, c'est fini les cours de piano à 20h. Donc il y a quand même plein de parents qui ne peuvent pas emmener leurs enfants à droite à gauche, pas parce qu'ils ne le souhaitent pas, mais parce qu'ils ne le peuvent pas, soit financièrement, soit pour des problèmes d'organisation. Ok. Mais c'est là qu'il est important, je crois, finalement, à ces enfants-là à qui on ne peut pas proposer des activités, et même pour les autres d'ailleurs, de ne pas les suroccuper, de ne pas systématiquement leur faire croire que quand on n'est pas occupé, on ne fait rien. Je sais plus qui, je crois que c'est Walter Benjamin qui disait l'oiseau de l'ennui couve l'œuf de l'expérience. Magnifique. Et c'est très joli. C'est très joli. Ça fait partie de tout un poème que je ne sais pas par cœur, donc je ne vais pas me lancer dans la récitation, mais c'est un vers d'un poème et je trouve ça très, très vrai et très joli. Quand on s'ennuie, on peut aussi faire des expériences qu'on n'est pas forcé de raconter à ses parents tout le temps non plus. Je veux dire, si on a la chance d'avoir un jardin, je sais pas quoi, on va faire une cabane dans un arbre. Alors peut-être que la première va se casser la figure, peut-être que la deuxième sera, peut-être qu'on va planter des clous et se faire mal. On va aller chercher dans la boîte à outils de papa. On va peut-être pas tout raconter. On a tous fait ça. Enfin, moi j'ai 48 ans. Quand j'étais gosse, on partait faire, je sais pas quoi, du vélo. On disait pas où on allait. On rentrait, il était 22h. Personne ne savait ce qu'on avait fait. On jouait à cache-cache dans les bois. On rien. Personne ne demandait rien d'ailleurs. On arrivait, on mangeait un sandwich, on allait se coucher. Et c'était formidable. Et je sais pas, toutes les essences d'arbres, les petits poissons, les têtards, des trucs qu'on apprenait sans nos parents. Moi, évidemment, mes parents ensuite m'expliquaient que voilà, un tétard, ça se transforme en grenouille et que c'est la même bestiole qu'on a vue au bord du... Mais finalement, toute cette expérience-là, elle se fait hors du temps scolaire, hors du temps, on va dire, de loisirs organisés. Après, si on n'a pas l'occasion de sortir, je sais pas, on peut écrire des poèmes. Je sais pas, moi j'avais une copine avec laquelle on avait un petit journal. Voilà, on avait 9 ans, on créait un journal. Ce que vous dites. Voilà, ça ne nécessitait pas de sortir de la maison. Elle traversait la rue, elle venait chez moi. C'était ridicule. C'était un journal, on découpait dans d'autres journaux des stars et on faisait des fausses biographies. On mettait des moustaches sur les photos. Voilà, on avait 8 ans, 9 ans, je sais pas. Mais finalement, tout ça nous obligeait à écrire correctement. On allait chercher dans le dictionnaire. On essayait d'écrire droit. On faisait Aurélie, excusez-moi de vous couper, Lisa, parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission. Est-ce que ça vous parle déjà ce qu'on raconte? Parce que je crois qu'on a à peu près le même âge, il me semble bien. Oui, tout à fait. C'est compliqué aujourd'hui, justement, de laisser vaquer un peu les enfants à ce qu'il va. L'enfant de 4 ans, Alban, on va peut-être pas, on lui laissera un petit peu. 3 ans, ouais. 3 ans même. Bon, c'est un peu différent, mais les autres. Ça me parle, bien sûr. Ça me parle parce que moi qui ai connu, il y a un peu une autre époque. C'est vrai que le changement d'époque, tout ce qui est, les parents sont devenus on est quand même beaucoup plus anxieux. On a toujours peur qu'il arrive quelque chose. Après nous, on est en ville, donc on a quand même la chance d'avoir un grand appartement, mais au sein d'une résidence, d'une copropriété avec une cour intérieure. Ouais. Donc là, on a un garage, les enfants ont leur vélo, des trottinettes, Alban fait de la draisienne, etc. Et donc, il y a des moments où nous, on les laissait aller dans cette cour, on les surveillait de la fenêtre, etc. Et là, on nous a expliqué dans l'immeuble, par les voisins, la gardienne, etc., que c'était pas possible, quoi. Il fallait toujours être avec eux. Ah bon? Il y a quand même des passages de voitures. Alors nous, on leur a expliqué,
de faire très attention. Après, ils se mettent un peu dans le garage quand il y a des voitures, mais en fait, il y a une anxiété. Enfin, il y a une anxiété qui se crée, un climat qui est vraiment un peu à l'encontre de laisser les enfants libres. Alors, à la campagne, je pense que c'est un petit peu différent. Mais c'est vrai qu'on est vraiment dans une époque quand même très difficile pour nous, parents. Eh bien, écoutez, merci d'avoir conclu un peu avec ce témoignage. Merci Aurélie, et puis bon courage pour ces vacances. Non mais bonnes vacances quand même, allez. Oui. Avec ce beau soleil de Toulouse qu'on vous envie évidemment à Paris. Merci à vous, merci à Emmanuel aussi, le papa qu'on a entendu tout à l'heure. Jean Viard, merci également, lui qui est sociologue, et Olivier Babot et Lisa Kamen, merci également. La tyrannie du divertissement chez Buchet-Chastel de votre côté, Olivier Babot. Eh bien, merci à vous quatre, les amis. Merci Marianne. Et bonnes vacances pour certains d'entre les profs de l'équipe. À bientôt.